Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle, Philippe David. Les vraies voix de la présidentielle avec Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel, et Julien Audoul, porte-parole de Marine Le Pen. La ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, une ville située sur le Dniepr, à 78 km de l'embouchure dans la mer Noire, est tombée. On va faire le point de la situation tout de suite. Nous sommes en compagnie du général Jean-Marc Maril, général seconde section de l'armée française. Bonsoir mon général. Bonsoir monsieur, ravi de vous rejoindre sur Sud Radio. Et ravi de vous recevoir, j'allais dire mes devoirs mon général, c'était un réflexe d'ancien conscrit. Tout d'abord, on va parler de Kherson, qu'on peut entendre sous le nom de Kherson exactement. Est-ce que c'est une ville stratégique puisqu'elle est située sur le Dniepr, donc un grand fleuve en Ukraine, à 78 km de l'embouchure de la mer Noire? Oui, c'est un point clé du dispositif pour les Russes, puisqu'en fait, ils sont en train de faire un mouvement qui leur permet de, s'ils s'emparent de Mariupol, de contrôler les rivages de la mer d'Azov, de progresser certainement ensuite sur Odessa, et ainsi d'avoir un contrôle sur la mer Noire. Donc, c'est aussi une continuité territoriale qu'ils sont en train de faire au sud et à l'est de l'Ukraine, qui leur permet d'avoir une liberté de mouvement très importante sur leur front sud et est. Et il leur reste à faire la jonction peut-être avec ce qui se passe au nord, une fois qu'ils auront, s'ils s'en prennent et s'ils tiennent Kharkiv, pour ensuite avoir donc une sorte de périphérique est de l'Ukraine entre leurs mains, avec une pression sur Kiev qui va continuer certainement à s'accentuer, et à partir de ce moment-là, ils seront en position de force pour négocier. Alors justement, avant de donner la parole aux vraies voix qui vont vous poser des questions, je voudrais vous poser une question. Comme vous êtes général ancien des troupes d'élite en plus, je rappelle que vous avez dirigé, c'est pas un secret militaire, le 21e RIMA, qui est un régiment d'élite de l'armée française. Quand on regarde les combats, c'est sur la mer Noire au sud, sur le Dniepr, à l'est du pays, à Kharkov et à Kiev, la capitale, peu du côté de la Galicie, du côté de Lviv ou Lvov, selon qu'on le dise en ukrainien ou en russe. Comment analysez-vous la stratégie de l'armée russe ? Il y a un peu deux Ukraines, et le Dniepr, c'est un peu une sorte de frontière naturelle. C'est aussi un fleuve très important pour la gestion de l'eau et la guerre de l'eau qui peut être jouée par les Russes. Et il y a une partie qui est beaucoup plus slave, plus proche de la Russie, à l'est du Dniepr, et je pense que la partie ouest ne les intéresse pas beaucoup. Ça rentre pas dans leur logique, je pense, de négociation. Donc, je pense pas qu'ils fassent du tout effort vers l'ouest. D'accord. Je peux me tromper, c'est qu'une analyse personnelle. Bien sûr. Je suis pas dans la tête des généraux russes ni du président Poutine. Julien Audoul. Oui, mes respects, mon général. Bonjour, monsieur, merci. J'ai une question. Vous voyez qu'on parle avec courtoisie dans les vraies voix. Toujours avec l'armée, toujours avec l'armée. J'ai une question même qui est difficile parce que on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine, et certains qui ont essayé d'être dans sa tête et puis d'analyser ses plans ont été vite défaits. Est-ce que vous pensez que son objectif, c'est réellement la conquête de l'ensemble du territoire ukrainien, ou quel est son objectif? Est-ce que c'est juste les territoires qu'il revendique et de peser dans les négociations? Est-ce que vous avez une idée sur ces projets au regard de sa stratégie militaire actuelle? Général Maril. Alors sur le terrain, je pencherais pour qu'il s'empare de gages territoriaux lourds, importants, qu'il fasse une sorte d'unité tactique du terrain qu'il contrôle pour pouvoir, lui, être en position de force sur les zones qu'il a conquises, pour ensuite, à mon avis, négocier. Moi, je ne serais pas très étonné que lorsqu'il aura fini les conquêtes des zones qu'il considère comme importantes pour les négociations, qu'il entame des négociations sérieuses. Je le vois comme ça, si on est dans une logique rationnelle. En tout cas, ce que je vois sur le terrain, c'est vraiment un effort sur le sud pour pouvoir avoir une continuité territoriale, contrôler la mer d'Azov, la mer Noire, d'avoir les zones revendiquées par les républiques du Donbass et du Donetsk tenues, et puis au nord avoir cette pression sur Kiev, qui à mon avis fera l'objet d'un encerclement ou d'une pression militaire forte,
sans s'engager réellement, à mon avis, dans la conquête de Kiev. Léon Desfontaines. Bonjour, merci pour votre analyse qui est pointue et qui a le mérite aussi d'être compréhensible. Donc merci beaucoup déjà pour cette analyse. J'avais une petite question parce qu'on a vu justement sur Kiev récemment un cortège militaire de plus de 60 km, etc. Je trouve qu'on a un peu de mal à se rendre compte du nombre d'hommes, du nombre de chars, etc. qui sont présents sur le territoire. Est-ce que si on comparait ça à l'armée française, par exemple, vu que vous la connaissez bien, enfin voilà, le rapport à peu près en termes à la fois de force, de nombre de soldats déployés et de chars, par exemple. En clair, une armée comme l'armée française pourrait-elle faire ce type d'opération avec 60 km de chars, de camions, etc. Général Jean-Marc Maril. Oui, c'est-à-dire que là, la colonne de chars, si on reprenait les abacs qui étaient les nôtres lorsque j'étais stagiaire à l'école de guerre, ça représente le déploiement de deux divisions, pas plus. Parce qu'une division du temps de l'Union soviétique, c'était 5000 véhicules. Donc, avec les distances entre les véhicules, la masse des blindés que ça représentait, c'est très important. Hein. C'est très important puisque l'équivalent de l'armée française au jour d'aujourd'hui, si on constituait les divisions avec les brigades dont nous disposons, c'est de l'ordre de 3 divisions. D'accord, effectivement, oui. Et alors, sinon, je voudrais vous poser une question. Là, j'ai été chercher les chiffres historiquement. La dernière grosse intervention russe, c'était en Afghanistan. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus en nombre, excepté la Tchétchénie, mais qui était une intervention interne sur le territoire russe. D'après l'armée russe, 498 tués de leur côté, 5840 pour les Ukrainiens. Il y a un rapport de 1 à 12 pratiquement. Et j'ai regardé, en Afghanistan, les soviétiques avaient perdu en près de 10 ans 15 000 hommes selon les sources soviétiques, 26 000 selon les sources non soviétiques. En regardant ces deux chiffres, je me dis que 5 840 morts selon les Ukrainiens en une semaine, c'est énorme. Qu'en pense le grand militaire que vous êtes? Vous me flattez en disant grand militaire. Je ne suis pas dans la forfanterie, vous êtes général. Ouais, je pense que la guerre des chiffres, c'est toujours quelque chose de très difficile. Effectivement, les Russes ont fait dans la guerre je cherche mes mots, en Afghanistan. C'est le chiffre que moi j'ai toujours entendu, entre 10 et 12 000 tués. Ce qui correspond à la moitié de ce que nous avons perdu pendant la guerre d'Algérie, à titre d'équivalence. Donc, les Russes, c'est une armée blindée, c'est une armée qui utilise beaucoup les appuis-feu, hein, pas un pas sans appui, hein, disaient les Russes, si on pourrait traduire par pas un pas sans un canon. Donc les Russes utilisent beaucoup l'artillerie et les moyens d'appui sol pour à la fois affaiblir l'adversaire et ménager ses pertes. Ils sont plus dans la logique stalinienne de la Seconde Guerre mondiale où les pertes humaines étaient absolument pas comptées. Donc oui, je pense que les chiffres que donnent les Russes doivent être peut-être un peu minorés. Bien sûr, les chiffres ukrainiens sont majorés. C'est un peu l'histoire de toujours des guerres de communiquer. Oui. Des guerres de communication. Mais je pense que non, je vois pas les Russes perdre autant d'hommes comme l'annoncent les Ukrainiens. Je pense pas. C'est vrai que ça m'a paru énorme. C'est pour ça que j'ai fait le ratio avec les pertes en Afghanistan en 9 ans et 2 mois 3 mois de combat, et ça m'a paru énorme. C'est pour ça que je voulais vous poser la question, mon général. Alors la différence, c'est que quand même en Afghanistan, c'était des guerres qui mettaient en œuvre des matériels importants, mais ce n'était pas une guerre de haute intensité comme ça se déroule actuellement en Ukraine. C'était une guerre de guérilla. Oui, d'harcèlement, de guérilla, de vallées qui étaient tenues, dont il fallait s'emparer ou contrôler. C'est quand même une guerre de nature très différente. Les combats de haute intensité sont toujours très très meurtriers. Mais pour l'instant, il m'est difficile d'évaluer les pertes des deux côtés. D'ailleurs, ça m'est très difficile. J'ai pas les renseignements nécessaires. Mais j'ai quand même l'impression que quand les Russes rentrent dans Kherson, je sais pas comment on le prononce, ou les combats sur Kharkiv,
Et ensuite, pour ceux qui vont se dérouler sur Mariupol, ce seront quand même générateurs de pertes relativement importantes. Oui, avec les combats urbains. Merci beaucoup, général Jean-Marc Marie, général 2e section de l'armée française. La politique internationale, on va continuer à en parler avec Julien Audoul et Léon Desfontaines. C'est tout de suite. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On va faire tout le tour. L'Europe de la défense, l'OTAN, l'Afrique, le Sahel. Restez bien avec nous sur Sud Radio.